Bienvenue à cette édition, c'est parti pour les titres. Collision entre un car de marchandises et un camion frigorifique à hauteur du lac Tanma. 6 personnes y perdent la vie, les 2 chauffeurs roulaient à vive allure. Les habitants de la zone réclament l'érection d'une caserne de sapeurs-pompiers. Caravane d'Ousmane Sonko attaquée à Podor et Matam. Des partisans de la coalition Benno Bokk Yakaar se sont affrontés aux éléments de la sécurité du leader de PASTEF. La gendarmerie a procédé à l'arrestation des mises en cause. Le lancement des travaux du fonds d'entretien routier émaillé d'incidents. Des militants du maire ont perturbé le déroulement de la cérémonie. Les responsables chargés des travaux ont été sommés de quitter les lieux, un fait jugé inadmissible par le secrétaire général du ministère des Transports. Aubin Jules Sagna s'exprime dans ce journal. Hors de chez nous, au Mali, la résidence du président de la transition malienne attaquée. Un attentat prévisible de l'avis du directeur du Timbuktu Institute, Bakary Samb, que vous entendrez au cours de cette édition. Et puis Bambali jubile après le 2e sacre de son fils au CAF Awards. Réaction des habitants qui prédisent un avenir à la fois rayonnant aux champions mais aussi à l'équipe nationale. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annoncer donc tout de suite en titre. 6 morts et des blessés graves. C'est le bilan de l'accident survenu à hauteur du lac Tanma, près de Tchaï. C'est dans la commune de Djender. Un car Ndiaga Ndiaye transportant des marchandises est entré en collision avec un camion frigorifique. Les détails, c'est dans ce reportage signé Cheikh Anta Diop et Seyla Tir qui ont assisté à la scène. 6 morts et des blessés graves. L'accident de la circulation s'est produit à hauteur du lac Tanma, à cheval sur la commune de Morolan et celle de Djender. Un car Ndiaga Ndiaye transportant des marchandises immatriculé DL 75-119C est entré en collision avec un camion frigorifique. Le chauffeur est toujours coincé à l'intérieur, il est décédé sur le coup. C'est un choc frontal. Le car Ndiaga Ndiaye transportait des légumes. J'ai même vu une femme et son enfant tomber dans le lac Tanma. Ce que j'ai vu, c'est le chauffeur du car qui a commis une infraction. Dès que la nouvelle s'est répandue, les populations de Keur Mbir Ndaw, Tchaï, Mbidjem ont vite accouru pour secourir les blessés. Il faut ériger des dodanes sur cet axe. Il y a trop d'accidents. Et j'ai vu que les 2 chauffeurs roulaient à vive allure. Les habitants de la zone des Niayes, venus très nombreux, réclament une caserne de sapeurs-pompiers dans la zone. Parce que de Rufisque à Mboro, disent-ils, il n'y a pas de camp des soldats du feu. Allez, parlons à présent de la campagne pour les législatives où la violence s'invite de plus en plus. À Matam, la caravane d'Ousmane Sonko a été attaquée par des jeunes énervis de Benno Bokk Yakaar qui auraient été mobilisés par le maire Moussa Bocar Thiam. Des blessés et des manifestants ont été arrêtés par la gendarmerie dont l'intervention a permis d'éviter le pire à Ourossogui. Le récit est signé notre correspondant sur place, Ali Bandelnian. Une nuit particulièrement longue dans la ville capitale économique de Matam. Maître Moussa Bocar Thiam, maire de Ourossogui, avait décidé de barrer la route à Ousmane Sonko. Pour ce faire, des jeunes avaient été mobilisés aux alentours du carrefour. Malgré l'heure tardive, les partisans de Yewwi Askan Wi étaient plus que jamais décidés à accueillir le leader de la coalition de l'opposition. Dès l'arrivée du cortège, les jeunes de Ourossogui ont commencé le jeu de pierre. Mais c'était sans compter avec la détermination des agents en charge de la sécurité de la caravane de Ousmane Sonko. Les manifestants, supposés appartenir à Benno Bokk Yakaar, sont vite repoussés jusqu'au domicile du maire de Ourossogui pour laisser le passage au leader de Yewwi Askan Wi jusqu'au lieu retenu pour la prise de parole. Le pire aura été évité grâce à l'intervention des forces de l'ordre. La gendarmerie nationale s'est déployée avec tact jusqu'à reprendre le contrôle du carrefour après avoir tiré des grenades lacrymogènes. C'est dans cette course-poursuite que 3 jeunes des manifestants ont été arrêtés par les hommes en bleu. Une intervention
l'intervention des forces de l'ordre, fortement appréciée par les observateurs sur les lieux des affrontements. D'ailleurs, ces éléments de la gendarmerie maintiennent leur dispositif de veille aux alentours du Carrefour jusque devant l'hôtel où réside le leader de PASTEF. Au lendemain matin, en prenant le chemin de Linguère, de nouveaux affrontements entre les agents en charge de la sécurité de la caravane d'Ousmane Sonko et ceux de Moussa Bokar Thiam. Coups de pierre, armes blanches qui feront de nombreux blessés. Une pluie de pierres au domicile du maire de Ourossogui. Encore une fois, les éléments de la gendarmerie interviennent pour éviter le chaos. Les hommes en bleu envoient des bombes à gaz lacrymogène pour disperser les protagonistes. Des opérations coordonnées par le chef de l'escadron d'intervention de Thiambé devant le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Matam. Parlons à présent de la cérémonie de lancement des travaux du FERA, le fonds d'entretien routier, une cérémonie qui a été émaillée d'incidents. Ce matin à Bignona, le maire et le président du conseil départemental, tous membres de Yewwi Askan Wi, par ailleurs invités de la cérémonie, n'ont pu contrôler leurs militants qui en ont perturbé le déroulement. Le directeur général du FERA, le représentant de l'AGETIP ont été sommés de quitter les lieux. Le secrétaire général du ministère des Transports terrestres, Jules Sagna, très remonté par cette attitude, laisse éclater sa colère au micro de nos reporters Lamine Ba et Lamine Mandian. Je le dis pour le déplorer, pour dire mon désarroi, parce que c'est l'édile, M. Bakary Diatta, accompagné du président du conseil départemental, M. Yankouba Diémé, qui sont venus perturber cette cérémonie de lancement des travaux. Je déplore ce fait. Parce que l'État, c'est l'État. Il faut faire la différence entre les activités politiques et les activités régaliennes et les activités institutionnelles. Je suis ici à mon rang et titre de secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, représentant le ministre. Je ne suis pas ici à mon titre d'acteur politique. C'est un projet de développement. Nous, populations de la commune de Bignona, pendant longtemps, nous nous sommes plaints de n'avoir pas renouvelé notre patrimoine routier dans la commune. Parce que nos communes n'en ont pas les moyens. Aujourd'hui que le FERA veuille bien accompagner la commune de Bignona, comme le FERA le fait dans d'autres communes. Que ce soit l'édile, le maire de la commune qui vient accompagner des membres de son parti politique pour empêcher et perturber la tenue de cette cérémonie. Et je regrette très fortement, très sincèrement cet acte. Et nous restons dans le sud pour évoquer cette fois-ci l'affaire Idrissa Goudiaby. Le procureur de Ziguinchor révèle de profondes contradictions sur les conclusions des rapports d'expertise médico-légale, notamment sur l'aspect lié à l'existence ou pas d'un orifice sur la blessure de la victime. Le maître des poursuites, qui se dit ouvert aux deux hypothèses, annonce la réalisation d'une troisième expertise médico-légale pour la manifestation de la vérité dans cette affaire. Dans le cadre de l'enquête, de nouvelles auditions sont donc envisagées, notamment celle du personnel de santé qui a reçu la victime aux urgences. La famille d'Idrissa Goudiaby va devoir donc prendre son mal en patience avant de disposer du corps du défunt pour procéder à son inhumation. Je vous propose d'écouter tout de suite le procureur de la République, toujours au micro de nos reporters Lamine Ba et Lamine Mandian. En effet, si dans l'autopsie initiale, un seul orifice d'entrée ayant eu pour cause l'usage d'une arme blanche ou contondante a été signalé, dans la seconde autopsie, ce qui est considéré comme unique orifice d'entrée a été considéré comme orifice de sortie. L'orifice d'entrée ayant donc été localisé à l'intérieur de la bouche. En outre, dans la première autopsie, la description faite de l'arme utilisée, contondante ou tranchante, n'a pas été suffisamment édifiante. Tout comme dans la seconde où il est fait état d'une arme à feu de gros calibre, sans description de ce calibre pour permettre une véritable expertise balistique. Encore que les lésions signalées à l'intérieur de la bouche du défunt et à l'intérieur et à l'extérieur de sa boîte crânienne semble mineur par rapport à l'emploi d'une arme de gros calibre. Aussi, une nouvelle
et dernière expertise s'impose, car au regard des contradictions entre experts, notamment sur l'orifice d'entrée, la nature de l'arme, entre autres, un arbitrage doit nécessairement être fait afin que tout le monde soit définitivement édifié. Retour sur les dégâts provoqués par les premières pluies qui se sont abattues sur Dakar. Scat Urbam dénonce un défaut d'assainissement. Selon les notables du quartier, les causes de l'inondation sont liées à l'inachèvement des travaux de réhabilitation des routes, mais aussi au débordement des eaux usées. Nous écoutons tout de suite les explications du président de l'association des habitants de Scat Urbam, Idrissa Marega, est au micro de Maïmouna Ndiaye. Nous avons considéré que le débordement des eaux usées qui vient d'affecter gravement notre lieu de culte et les maisons avoisinantes est la conséquence directe de l'inachèvement des travaux d'assainissement et de réhabilitation des routes. Nous avons également constaté avec acrimonie l'état de dégradation de nos rues devenues nauséabondes du fait des eaux usées, source de toutes sortes de pathologies pour les populations et particulièrement en cette période d'examen pour les élèves du CM. Nous avons voulu crier notre ras-le-bol et dénoncer avec force le mutisme coupable et inexpliqué de l'ONAS face aux insuffisances notoires de la CSTP qui, pendant plus de 2 ans, est dans l'incapacité manifeste de mener à terme les travaux d'assainissement et de surcroît dégrade le réseau routier du quartier. Dans le même sens, l'accompagnement de la GEROUTE dans les travaux de raccordement du réseau et de la traversée de la voie principale est aussi demandé. Nous restons avec ces intempéries qui font déjà vivre un calvaire aux populations de Dakar alors que la saison des pluies vient à peine de démarrer. Selon Thierno Alassane Sall, et tête de liste de la coalition Ars Sénégal, eh bien, il s'agit de l'absence d'un bon réseau de drainage des eaux de pluie. L'absence d'un bon réseau de drainage des eaux de pluie en serait la cause, signe selon lui d'ailleurs d'une mauvaise gestion du pays. Je vous propose de l'écouter tout de suite. La première inondation, la première pluie, les premiers dégâts. La première pluie, et je vous assure qu'il pleut en 1 jour, en 24 heures à Dakar, moins qu'en 2 heures à Douala. Et pourtant, il n'y a pas les catastrophes et les inondations perpétuelles qu'on voit à Dakar, on ne les voit pas à Douala. Parce qu'à Dakar, il n'y a pas un réseau de drainage des eaux de pluie, ni ailleurs au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas un réseau d'assainissement. Parce que souvent nos infrastructures, comme la cité des fonctionnaires qui se lézardent, dont les carreaux se cassent, comme les pavillons universitaires, comme, je veux dire, les hôpitaux, dans certaines zones, sont en train de se lézarder, comme toutes les constructions sont en train de se lézarder. Ce pays va mal de ce qu'une mauvaise gouvernance est en train de nous entraîner vers une situation où le paysan est dans un drame permanent, obligé de travailler pour vivre, mais une fois qu'il a récolté, obligé de brader ou d'enterrer ses récoltes. Parlons de tout à fait autre chose à présent. Tension entre taximan et jakartaman. Le mal persiste au lendemain du meurtre d'un taximan par un conducteur de moto Jakarta. Un tour au niveau de leurs garages respectifs a permis de constater une réelle animosité entre les deux camps. Pour les taximans, les jakartamans ne respectent aucune norme de conduite. Et de l'avis des conducteurs de moto, les taximans vivent mal la concurrence. Fatima Tatouré. Un petit souci apparemment. Tension notée entre taximens et jakartamens sur la route. Souvent des insultes. Parfois même ils en arrivent aux mains. Le dernier en date avant-hier, un taximan décédé après avoir reçu un coup violent d'un jeune à bord d'une moto. Qu'est-ce qui explique cette animosité persistante? Les deux camps se renvoient la balle. Bon, c'est quelque chose que nous vivons ici et qui est bon. Pour moi, ce n'est pas difficile, mais seulement ce sont les taximans, des fois, qui n'essaient pas de comprendre. Mais des fois, les taximans, ils ne sont pas gentils envers ceux qui font le tchak-tchak. Ce n'est pas une question de jalousie. Vous savez, certains tchak-tchak, comme on les appelle, conduisent mal. Ils ne respectent pas le code de la route. Ils veulent toujours avoir la priorité alors que ce n'est pas possible.
Souvent, c'est la source de nos problèmes au niveau de la circulation. Parfois, leur comportement est prémédité. Ils menacent souvent de nous percuter. Les taximens ne peuvent pas nous supporter, c'est la réalité. Une situation inquiétante qui pourrait s'aggraver si une solution n'est pas vite trouvée. Un changement de comportement s'impose. Parce qu'on ne s'entend pas. Il faut qu'on aime de partager entre nous. C'est ça qui est plus bon. Parce que là, moi, je n'ai même pas de personnes. Moi, je ne transporte pas de personnes. Rare de voir de transporter les personnes. Mais je transporte la plupart des bagages. Oui, c'est ça. Les comportements doivent être changés, aussi bien chez les taximens que chez les jakartamens. Il y a de la place pour tout le monde. Nous pouvons tous travailler tranquillement. Le plus important, c'est de cultiver l'amour de son prochain. Le cas contraire, il y aura toujours des tensions qui peuvent aboutir parfois au drame. La concurrence entre taxi et moto-tchak-tchak constitue la pomme de discorde entre les acteurs. Aujourd'hui, une réglementation efficace doit être établie pour permettre à ces acteurs du transport de travailler tranquillement, sans aucune tension. Au Mali, la situation est sous contrôle après des tirs nourris à Kati, le cœur de l'appareil militaire du Mali. Une attaque non revendiquée pour le moment, mais attribuée aux terroristes par l'armée. Selon certaines sources, la thèse d'une tentative de coup d'État n'est pas à écarter au regard de la frustration notée ces derniers temps dans les rangs des officiers maliens. Le récit est signé Ibrahim Akan. Le calme est finalement revenu à Kati et Bamako en fin d'après-midi, alors que des hélicoptères de l'armée survolaient toujours la capitale et des checkpoints dressés un peu partout pour débusquer les auteurs de l'attaque et leurs complices. Une attaque perpétrée tôt ce matin sur la base de Kati et attribuée à des terroristes par l'armée malienne. Au moment des faits, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, se trouvait à la garnison, lieu où est stocké le matériel militaire, à quelques kilomètres de la base, alors que son ministre de la Défense, lui, se trouvait bien à Kati. Attaque terroriste ou tentative de coup d'État, difficile d'y répondre, mais selon certaines sources proches des colonels, les autorités n'écartent pas une tentative de renversement du bourreau d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ces derniers mois, la grogne persistait dans les rangs de certains officiers maliens divisés sur les choix stratégiques de la junte, notamment la collaboration avec le groupe de sécurité privé russe Wagner. Déjà le 11 mai dernier, les autorités maliennes annonçaient avoir déjoué une tentative de renversement du régime et mis aux arrêts le colonel Amadou Keïta, réputé proche du président du Conseil national de transition. Et après ces tirs qui ont visé Kati, lieu de résidence du président de la transition malienne, le directeur de Timbuktu Institute réagit et de l'avis de Bakary Samb, cette attaque est un symbole fort et pour cause, le président de la transition Assimi Goïta était à la tête d'un État épuisé économiquement et son leadership s'effrite de plus en plus. Il s'est exprimé dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté. Des tirs nourris ont été entendus ce vendredi dans la ville garnison de Kati, la principale base militaire du pays et lieu de résidence du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Une attaque qui, selon le directeur régional de Timbuktu Institute, est assez symbolique. Et aujourd'hui, ce qui est arrivé est quand même assez symbolique. C'est au cœur de la région militaire numéro 3, au camp Soundiata Keïta, Kati, qui est le cœur stratégique du pouvoir à Bamako, mais aussi le cœur de la défense. Toutes les annonces sur une montée en puissance et une sécurisation du pays qu'on avait entendues ces dernières années sont devenues maintenant quand même quelque chose de mitigé. Si le cœur de Kati arrive à être frappé de cette manière, j'imagine le reste du Mali. D'ailleurs, il estime que le président de la transition fera face à la réalité tôt ou tard et que les Maliens seront obligés de choisir. Il y a un soutien populaire quand même réel à Bamako, ceci au regard des discours produits par Choguel Kokala Maïga, mais aussi des actes posés par la junte. Mais ce type de stratégie ne peut pas être durable parce que cela va s'éroder. Les Maliens vont se retrouver devant la réalité avec le renchérissement du coût de la vie aujourd'hui, malgré la levée des sanctions, une crise économique très profonde et une pression. Et on voit
Maintenant, ce qui est nouveau, des voix de la société civile et des partis politiques d'opposition s'élever quant à leur interrogation sur les intentions réelles de Assimi Goïta par rapport à une candidature aux prochaines élections. Bakary Samb craint même pour la stabilité de la sous-région si la situation au Mali perdure. La sécurité du Mali n'est pas un problème malien, c'est un problème sous-régional, voire régional. La sous-région ne pourrait pas supporter de voir se développer une forme de métastase en partant du Mali. On a vu ce qui est arrivé au Niger, au Burkina Faso. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps de la responsabilité. Bien que ce soit difficile, pour la CEDEAO d'abord, qui est concernée au premier chef, des pays qui sont proches du Mali, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'on comprend l'engagement très fort du Sénégal et de la Côte d'Ivoire au temps des sanctions. Actuellement, le bilan provisoire de cette attaque est d'un mort côté forces armées maliennes, FAMA, et de 6 blessés, dont un civil, et côté assaillants, 7 ont été neutralisés et 8 interpellés et beaucoup de matériel récupéré. Et juste avant de s'intéresser à la santé, nous abordons le volet éducation de ce journal avec la rédaction qui nous fait découvrir ce soir Khady Ndiaye. Elle vient de décrocher avec la mention très bien en série S2 son premier diplôme universitaire. Après avoir passé le bac l'année dernière sans succès, la jeune bachelière a décroché le sésame avec brio. Au micro de nos reporters, elle parle de son rêve de devenir ingénieur. Ses parents, eux, sollicitent une bourse auprès de l'État pour permettre à leur fierté de poursuivre ses études à l'étranger. Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam se sont rendus chez la nouvelle bachelière. Reportage. Ne risque rien n'a rien. Khady Ndiaye confirme cet adage en décrochant son premier diplôme universitaire avec la mention très bien en série S2. Et cette jeune fille avait la possibilité de passer les épreuves du deuxième tour l'année dernière. Mais s'attendait peu à ce sacre. Pas des moindres, mention très bien à l'affichage. L'année passée, je devais subir les épreuves du second tour. Après, j'ai préféré de ne pas y aller parce que je savais que je pourrais faire mieux que ça. Je pourrais avoir des résultats mieux. Et vu tout mon cursus, donc je me suis dit que vraiment, pour honorer mes professeurs, il faut que je produise de très bons résultats. Et aujourd'hui, alhamdoulilah. La bachelière a fait preuve de persévérance et de dévouement, autant de valeurs qui font de cette fille une fierté. Un autre défi à relever, devenir ingénieur les années à venir. Parce que ça fait partie de mes plus grands rêves, c'est ma passion. Et aussi, je vois des personnes qui m'inspirent, qui sont devenues aujourd'hui ingénieurs. J'en connais quelques-unes. Ce sont ces gens-là qui m'inspirent. Et aussi, ça a été toujours mon rêve. Je remercie aussi tout le personnel de mon lycée, Dr Daousso. Vu ma situation, les professeurs, tout le temps, je ne paye même pas de CP. Ils me prenaient, ils m'encadraient gratuitement parce qu'ils connaissent ma situation familiale. Ses parents veulent aussi l'accompagner pour un bon cursus universitaire, d'où cette sollicitation. Vraiment content nañ ci bu baax a baax li la wax comme li ma la waxoon sànq rek Khady daal doom la joo xam ne ji vraiment dañ toll leen koy ñaanal yàlla parce que moom am na yar am na teggin am na diine kilifa yi de ku mën a jàppale pour mu mën a dem jàngi fay la wax bitim réew fay alhamdulilah loolu bëgg nañ ko. La jeune bachelière, après le premier tour, attend à son tour le soutien des autorités ainsi que des mécènes pour pouvoir fréquenter une grande université de renommée internationale. Allez, santé à présent avec ces statistiques issues du congrès sur les urgences pédiatriques qui se tient présentement à Dakar. La mortalité néonatale s'élève à 21 décès pour 1000 naissances vivantes et à 37 décès pour 1000 enfants âgés de moins de 5 ans. Des décès liés à des infections respiratoires, à la diarrhée, mais aussi au paludisme. Une situation qui confère aux urgences pédiatriques une place prépondérante dans le plan stratégique de prise en charge. Ce plan est déjà établi à 40 milliards. Le compte rendu de la rencontre avec Aminata Mbaresso et Youssou Baro. Site
rencontre, la 8e consacrée aux urgences pédiatriques. La décision phare, revoir à la baisse le taux des décès infanto-juvéniles. Lorsqu'on regarde les enquêtes démographiques et de santé, dont la dernière de 2019 trouve un taux de mortalité infanto-juvénile qui est à 37 pour 1000, qui est encore loin des indicateurs que nous voudrions atteindre d'ici 2030, autour de 20 pour 1000. 21 décès sur 1000 naissances vivantes, 37 sur 1000 pour des cas infanto-juvéniles, des pathologies liées à des affections néonatales ou à des infections respiratoires, entre autres causes. Les pathologies que nous retrouvons, si nous prenons l'exemple de la période néonatale, c'est surtout les infections, la prématurité, mais également l'asphyxie périnatale. Et chez les enfants, il y a les infections respiratoires, les infections digestives, les diarrhées, mais également le paludisme. Même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le domaine de la prise en charge, de la prévention et du traitement du paludisme, il y a encore une mortalité qui est liée au paludisme. Et il y a également les accidents, que ce soit les accidents de la circulation et également les accidents domestiques qui aggravent un peu ces chiffres. Un plan stratégique de prise en charge des urgences est lancé. Parmi les objectifs de ce plan qui s'élève à 40 milliards francs CFA, la baisse des décès en urgence pédiatrique. Nous avons élaboré un plan stratégique national de prise en charge des urgences. Et si vous avez l'occasion de visiter ce plan, vous verrez la place qu'occupe la prise en charge des urgences pédiatriques, en particulier dans le domaine de la prévention de ces urgences, dans le domaine de la prise en charge rapide, efficace, efficiente de ces urgences et troisièmement dans la réadaptation souvent nécessaire après la survenue d'une urgence, même si elle aura été bien prise en charge. Autre défi, la disponibilité du matériel de prise en charge et la formation du personnel soignant. Le multilatéralisme en lieu et place des approches fragmentées et des politiques gagnants-perdants reste la voie la plus sûre vers la stabilité mondiale et le progrès économique. C'est la conviction du chef de l'État Macky Sall qui estime que pour éviter au monde toutes les tribulations qu'il connaît actuellement, eh bien, il urge d'aller vers un multilatéralisme qui intègre à la fois l'Union africaine et l'associe aux prises de décisions relatives à la marche du monde. Le chef de l'État a rendu public cette position dans une adresse au G20 et les grandes lignes de cette publication du chef de l'État sont parcourues dans ce récit signé Daniel Diouf. L'intégration de l'Union africaine dans le G20, un impératif pour la stabilité socio-économique de la planète, selon Macky Sall. Le président en exercice de l'Union africaine qui considère le cadre du G20 comme le principal mécanisme de gouvernance multilatérale collaborative de l'économie mondiale. Ses objectifs généraux sont notamment la coordination des politiques pour une stabilité économique, une croissance durable, la réduction des risques et la prévention des crises, tout comme la modernisation de l'architecture financière internationale. Le chef de l'exécutif continental fustige la faible présence de l'Afrique dans cette instance composée de 19 pays plus l'Union européenne, soit 80% du PIB mondial, 75% du commerce mondial et plus de 60% de la population mondiale. Dans tous ces pays, un seul Africain, l'Afrique du Sud. L'Union africaine est occasionnellement invitée, fait constater le chef de l'État sénégalais. Et pourtant, ensemble, les pays africains constitueraient la 8e plus grande économie du monde, 1,4 milliard d'habitants, relativement l'équivalent démographique de la Chine ou de l'Inde, précise le président de l'Union africaine. Macky Sall, qui reconnaît tous les efforts du G20 à l'endroit de l'Afrique, au même moment se désole du fait que ce continent n'est pas encore suffisamment impliqué dans les prises de décision du G20. L'Afrique est omise, cette omission compromet l'efficacité et l'influence du G20. Elle limite également la capacité du continent noir à donner son avis sur les grandes questions économiques lors des sommets du G20 et des réunions ministérielles et techniques. Le continent africain contraint de composer avec les décisions prises par d'autres, même sur des questions qui touchent directement les pays africains. Pour Macky Sall, inclure l'Union africaine dans le G20 amènerait les pays africains à s'approprier les décisions sur les questions clés. Les objectifs des pays seraient alors formulés en termes régionaux sur la base du plan de développement global de l'Afrique résumé dans l'agenda 2063, dont la zone de libre-échange continentale africaine est un résultat concret. Macky Sall de conclure que dans l'ensemble, l'intégration de l'Union africaine au G20 est une idée réalisable dont le temps est venu. Une idée qui devrait profiter au G20, à l'Afrique
et au monde entier. L'actualité sportive à présent avec naturellement les CAF Awards et cette belle moisson pour le Sénégal. Sadio Mané qui remporte le ballon d'or africain pour la deuxième fois consécutive. Le sélectionneur Aliou Cissé désigné meilleur entraîneur africain de l'année. Le Sénégal désigné meilleure équipe nationale de football masculin de l'année. Pape Matar Sarr, lauréat du prix du meilleur jeune joueur de l'année. Et enfin, Pape Ousmane Sakho, ancien pensionnaire de Teungueth. D'autres trophées avec l'équipe nationale, mais aussi avec son nouveau club, le Bayern de Munich. Micro-trottoir réalisé à Bambali avec Bakary Konté. Sadio Mané. Sadio Mané. Ce n'est pas une surprise pour nous. Et je pense bien que le fait qu'il bénéficie aussi pour une deuxième fois le trophée, ce trophée africain, vraiment c'est une fierté pour le peuple sénégalais, mais aussi une fierté pour tout le monde footballistique. Phénoménal, il sera phénoménal. Sadio au Bayern, ça sera, voilà, il va continuer ce challenge, ce défi. C'est un homme de défi, vous voyez, et c'est quelqu'un qui partage sur le terrain. Et hors de terrain, on dit qu'il est humble, mais dans le terrain aussi, c'est quelqu'un qui aime partager ce qu'il a, qui peut faire des passes décisives. Pour son premier match, vous avez vu, il s'est beaucoup amélioré dans les tirs. Et il a marqué pour son premier match au Bayern ce but sur penalty, ce qui montre qu'il est engagé à continuer de faire des tirs cadrés, pourquoi pas, mais à continuer sur cet élan, c'est-à-dire aller de l'avant et pousser. Et je pense que c'est quelqu'un qui dit tout le temps, si j'ai les gens qui croient en moi, je pourrais aller de l'avant. Lorsqu'il était là, en le voyant jouer, on sait que bon, c'est pas ici à Bambali seulement qu'il doit évoluer. Donc Dieu l'a aidé, il est allé à la génération foot vraiment pour éclore son talent, montrer ce qu'il est lui. Que notre équipe nationale a réussi lors de la dernière CAN au Cameroun. Il ne faut pas perdre de vue que cette équipe qui a gagné la CAN, c'est une équipe quand même qui a de l'expérience. Certains ont joué 4 CAN, d'autres 3 CAN et tout ça. C'est vrai que des jeunes éléments sont venus se greffer à ce groupe. L'auteur du livre Sénégal, la saga de l'équipe nationale de football, estime que le foot sénégalais est dans une dynamique. Il y a de l'espoir avec cette jeune génération autour du noyau dur comme Sadio et Gana. L'exemple de Pape Ousmane Sakho montre que du bon travail est en train d'être fait au niveau local. Il n'est pas en équipe nationale, mais ailleurs, dans un autre pays, dans un grand club, en l'occurrence Simba de Tanzanie, il démontre quand même la qualité du football et des footballeurs sénégalais. Je crois que la cérémonie d'hier a été pour lui une belle occasion de taper avec fracas à la porte de l'équipe nationale. Maintenant, c'est à l'entraîneur de choisir ses hommes. La perspective pour l'équipe du Sénégal est la Coupe du Monde prévue au Qatar. Je pense que tout le monde a l'esprit tourné vers ce grand événement sportif. Ce sera la 3e participation du Sénégal. Ce qui est aussi un très grand exploit, parce que quand vous voyez quand même l'état du Sénégal ces dernières années, arriver à se qualifier 2 fois d'affilée à une Coupe du Monde et 3 fois en 20 ans, ça prouve quand même que ce football, il y a du frisson, ça bouge. Et voilà, heureusement que cette année, le résultat est arrivé. C'est le moment d'oublier ces CAF Awards et de se concentrer sur le reste. L'équipe nationale du Sénégal doit pouvoir faire un résultat satisfaisant au prochain mondial. Et nous l'espérons en tout cas. Félicitations aux lauréats, à l'équipe nationale, à l'entraîneur Aliou Cissé et au peuple sénégalais. Fin de ce journal. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez Cher Diop pour le journal de la campagne. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.